savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Alexandre, ça fait des semaines que ça traîne, des grèves partielles. Et là, il y avait eu au port de Montréal l'offre qu'on avait qualifiée d'offre finale là, de l'employeur jeudi. Et là, ben, ça a déboulé. Oui, elle a été rejetée à 99,7%, Mario, par les débardeurs. Voici ce qui était sur la table. Il faut quand même comprendre. 20% sur 6 ans, ce qui aurait amené la rémunération globale moyenne à terme, donc à la fin de ce contrat de travail-là des débardeurs, à 200 000 par année. Le syndicat, de son côté, lui, voulait 20% sur 4 ans, mais une meilleure flexibilité au niveau des horaires. Le syndicat avait jusqu'à dimanche soir pour répondre. La réponse est venue, si bien qu'à 21h, l'employeur a décrété donc ce lock-out. Maintenant, ça a des conséquences quand même assez importantes. On n'est plus dans les scénarios où on disait il y a 2 terminaux, un petit pourcentage. Non. Là, c'est l'arrêt à peu près complet des activités. Oui, et combine ça, Mario, avec les débardeurs de Vancouver, qui sont aussi en lock-out depuis la semaine passée. Fait que là, aux deux extrémités du pays, là, tu as des conflits de travail. Maintenant, il y a des chiffres qui nous proviennent d'une étude du port de Montréal qui nous démontre qu'à chaque jour de grève, c'est 90 millions de dollars en déficit économique. Et une journée de grève se récupère pas en une journée, là. Une journée de grève ou de lock-out, dans ce cas-ci, c'est un lock-out, ça prend de 4 à 6 jours pour reprendre ce retard qui est accumulé. Alors, tu comprendras que ça crée énormément d'angoisse et d'anxiété pour ce qui est des grandes entreprises, des importateurs, des exportateurs. Et là, justement... De ceux qui ont des tablettes à remplir pour le temps des fêtes. Je comprends, effectivement. Donc, l'Association des employeurs maritimes qui demande maintenant l'intervention du ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, pour imposer un retour au travail. Tu sais, il n'y a jamais quelqu'un qui a tout tort ou tout raison dans une négociation, mais dans ce cas-ci, puis je me répète parce que je l'avais dit, mais dans ce cas-ci, il y a clairement une incompréhension de base. C'est-à-dire que les débardeurs disent, nous, la priorité, c'est nos horaires. Bon, mais si ta priorité, c'est les horaires, tu devrais dire, ben moi, je suis prêt à sacrifier de l'argent. Tu comprends? Si toi, quelque chose est priorité. Mettons quelqu'un qui dit, moi, je travaille 5 jours, je suis trop fatigué, ma priorité, c'est mes vacances, d'avoir des plus longues fins de semaine, je vais travailler la semaine de 4 jours. Normalement, t'es prêt à baisser ton salaire. Tu dis, regarde, plutôt d'être payé pour 5, je vais être payé pour 4, mais c'est ça que je veux. Là, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout l'argent. On s'entend qu'il y a une rémunération à 200 000. 200 000, c'est la rémunération globale. Oui, ça inclut les avantages sociaux, fonds de retraite, ce qu'on met dans le fonds de retraite. Ça reste très bien payé, Mario. Mais ça reste très au-dessus de ce qui serait payé normalement compte tenu du niveau de... Tu sais, le fameux niveau de formation et de responsabilité. Là. C'est très en haut. Fait que tu peux pas garder l'argent. Dire, nous, on est payé très en haut du salaire normal pour notre niveau de formation. Mais la raison pourquoi on est payé plus, ce besoin d'être appelé à la dernière minute, on veut pas ça non plus. Tu peux pas garder l'argent puis pas faire le sacrifice parce que c'est ce sacrifice-là qui t'a valu cet argent-là. Fait que là, il y a quelque chose impossible à débloquer. Il y a quelque chose de vraiment... Il va falloir que les débardeurs, à mon avis, cèdent sur un des 2 points. Soit que tu cèdes sur... OK, nos horaires de travail sont plates, mais c'est comme ça. Ou soit que tu cèdes sur, OK, on veut des horaires de travail. Nous, c'est la vie familiale, c'est les horaires de travail. Puis on est prêt à laisser de l'argent aller. Mais tu peux pas avoir les deux. Ben Mario, je veux dire, la vie familiale, va dire ça aux infirmières. Là. Non, je sais bien. Je veux dire, eux aussi, là, il y en a des sacrifices. Ou en tout cas, il faut qu'ils fassent bien du temps supplémentaire pour avoir 200 000. Là. Et restons dans les relations de travail et on se déplace dans les garderies. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est services de garde en milieu familial qui sont affiliés à la CSQ, le syndicat de la CSQ, vont ouvrir leurs portes une demi-heure plus tard, chaque jour de la semaine. C'est un moyen de pression. Ça, c'est pour la semaine 1. Après ça, ce sera fait graduellement. Semaine 2, une ouverture qui va être repoussée d'1 heure. Et c'est dans le cadre d'une grève de 12 000 membres de la CSQ pour de meilleures conditions de travail. En fait, les éducatrices sont sans convention collective depuis mars 2023. Il y aura un point de presse à surveiller également. C'est à 9h30 ce matin. Où en sont les négociations avec le gouvernement, Mario? Ouais. C'est un domaine quand on a eu des grèves dans le secteur public, là, puis dans les écoles l'automne passé, mais
Il n'y a aucun secteur dans le secteur public qui a eu autant de problèmes. Dans les 20 dernières années, là, autant de problèmes de relations de travail que dans tout ce qui est service de garde. Bon, certains diront, parce qu'ils partaient de loin en termes de relations de travail, au départ, il n'y avait pas de fonds de pension. Mais là, de négociation en négociation, à chaque fois, on nous dit, là, c'est le grand règlement. On a réglé le fonds de pension. Mais il n'y a à peu près jamais de négociation qui se règle dans le secteur des services de garde sans avoir grève, menace de grève, prendre les parents en otage comme ça sur l'heure, presque jamais. Il y avait congrès libéral en fin de semaine à Lévis et il s'en est passé beaucoup. Tu dis, d'abord, résumons un peu là, les principaux points. La question du troisième lien. C'était naturel que le troisième lien revienne dans l'actualité, surtout à Lévis. Et on a assisté à une espèce de malaise parce que la position du caucus du Parti libéral, puis Marc Tanguay le rappelait, le caucus est contre. Sauf que là, plus que contre, là. Rit du gouvernement, rit des ministres, que c'est complètement ridicule. Complètement ridicule, cette affaire-là. Mais là, d'un autre côté, t'as les candidats qui aspirent à devenir chef au parti. Eux autres sont pour. Ils sont pour. Et là, t'as des députés. Tous. Ils sont tous pour. Et là, t'as des députés qui appuient ces candidats-là, qui vont un peu rompre la ligne de parti sur la question du troisième lien. Il y avait un petit peu de malaise dans les corridors. On va parler de la langue française après, mais réglons ça. Moi, j'ai trouvé ça terriblement drôle dans le sens que... Puis je plaide coupable. Je l'ai été, moi, dans l'opposition longtemps, puis je l'ai joué, ce jeu-là, mais faut vraiment que les partis d'opposition fassent attention pour pas s'opposer pour s'opposer, parce que l'image que ça donne ici, c'est quand t'es dans l'opposition, tu prends le projet du gouvernement, puis là, tu tapes sa bédaine, puis le gouvernement est complètement ridicule, puis c'est bien mauvais, puis tout ce qu'il fait, c'est mauvais, puis tout ça. Mais quand t'as des candidats à chefferie, c'est quoi la différence? C'est qu'eux, ils doivent courir après des votes, là. Ils doivent courir après des appuis. Et là, tout à coup, oups, prendre la position inverse. Fait que pour moi, là, c'est un immense appel à la prudence, à tous les partis sur la façon de jouer son rôle d'opposition. Que de s'opposer pour s'opposer, ou de s'opposer à tout, ou de s'opposer parce que là, ça a l'air à la mode. Là, les journalistes à Montréal sont contre. Fait qu'on va dire, comme les journalistes à Montréal, fait que ça va nous faire bonne presse, le Parti libéral. Puis là, t'arrives avec des candidats qui, eux, veulent se faire élire, vont faire le tour, rencontrent les gens de Québec, se disent à Appalaches, on n'a pas le choix, si on veut les votes de la région, faut être pour. Ben voyons, c'est comme... Fait que là, t'as tous les candidats... Parce qu'à la limite, si les candidats à chefferie étaient divisés, 2 contre 3, non. Tous les candidats à chefferie sont tous ouverts au troisième lien. Puis le caucus est contre. Alors, ça, c'était particulier. Deuxième point, c'était Pablo Rodriguez qui a dû se défendre de devoir traîner certaines casseroles du fédéral, un lourd bilan, des années de Justin Trudeau, les années déficitaires de budget. Comment ce gars-là va pouvoir incarner la rigueur budgétaire en traînant un tel bilan au fédéral? Ça, il a été attaqué à plusieurs reprises là-dessus, notamment par son grand chum, Denis Coderre. Les deux, c'est quand même des amis. Il y a eu certaines sorties par rapport à ça, alors que Charles Milliard a voulu quand même un peu tempérer en disant, écoutez, là, après ça, on va tous être dans le même parti, là, dans les mêmes formations. Mais il y a quelque chose de réel. Je dis pas que Pablo Rodriguez n'a pas des réponses, mais si tu penses, si t'es libéral, puis tu penses que la CAQ s'est plantée là, avec son déficit de 11 milliards, puis que tu penses qu'un des thèmes principaux de la prochaine élection, ça va être la gestion du déficit, la gestion des finances publiques, la bonne gestion de l'État, on s'entend que quelqu'un qui a été dans l'équipe de Justin Trudeau pendant les 9 dernières années, François Legault va y répondre. Est-ce qu'il est dans la meilleure position pour... Si tu penses que la campagne va porter sur autre chose, c'est OK. Mais si tu penses sincèrement que la campagne va porter sur les finances publiques, à mon avis, il faut que tu acceptes que Pablo Rodriguez va ramer dans le gravel pour se dissocier des années Trudeau. C'est le gouvernement le plus dépensier qui a fait il a doublé le déficit. Puis après ça, tu peux te dire, ouais, mais là, moi, je suis dans une ligne de parti. Mais non, mais t'as été un ministre senior pendant 9 ans d'un gouvernement qui a fait ça. Tu peux pas complètement t'en laver les mains, dire ça c'était Trudeau, c'était pas moi. Là. Non, ça va être très difficile politiquement pour lui. Et le troisième volet, moi, qui a retenu mon attention, c'est la question de la langue. D'abord, les libéraux ont aussi réaffirmé que le réseau de la santé doit offrir des services en anglais, comme c'est prévu dans la loi. Et le Parti libéral du Québec veut aussi assouplir la charte de la langue française lorsque le parti serait éventuellement au pouvoir. Et les membres ont adopté même une résolution là-dessus. On reproche au gouvernement Legault de limiter l'accès des francophones aux établissements collégiaux de leur choix et il croit que retirer la disposition de la charte ne va pas affaiblir comme tel le français. On t'a préparé un petit montage, Mario. Denis Coderre, Pablo Rodriguez, Frédéric Beauchemin, Charles Milliard et Marc Bélanger.
On devrait scraper 96. Écoutez, 6 mois pour apprendre le français, c'est pas nécessairement évident. Je l'ai vécu. Limite l'accès aux francophones d'aller au cégep de leur choix. Moi, j'ai un enjeu avec cet aspect-là spécifiquement. Il y en a d'autres. On peut avoir des questionnements sur la loi 96 et être pour la protection du français. Au niveau de la langue, c'est compliqué et je vais exposer en détail un peu plus tard. Ouais. Bon, mais c'est... Pour moi, le questionnement, c'est le Parti libéral. Son défi, c'était de se rapprocher des francophones, là. Et là, ils font leur grand congrès biannuel. Et ce qui en sort, c'est que... Il faut sauver l'anglais. Faut sauver l'anglais. Au Québec. Faut sauver l'anglais au Québec. Moi, je comprends plus, là. Je comprends plus, sincèrement. Bon, je suppose que le militantisme, il reste un caucus d'une vingtaine de députés qui ont été réélus à la dernière élection, qui sont tous dans des comtés anglophones. Probablement que le militantisme est venu de là, puis que les autres vivent une frustration. Puis l'histoire de la santé, là, il faut arrêter de niaiser, là. Je veux dire, à Montréal, là, la vie est à 50% en anglais. Tu penses-tu sérieusement qu'au Jewish, au Lakeshore, au Montreal General, au Children, que t'as de la misère à parler en anglais? Pas tout. Ben voyons, c'est une farce monumentale, là. C'est une farce... donc, qu'il y ait des irritants dans la loi 96, écoute, t'imposes le français, ça cause des irritants, je le comprends. Mais de faire croire que tu peux plus vivre en anglais à Montréal, puis si tu tombes malade, tu pourras plus être soigné, c'est rire du monde. Et que le Parti libéral embarque là-dedans, alors qu'il doit séduire les francophones, se rapprocher des francophones qui embarquent là-dedans, moi, ça me paraît une erreur. Sondage qui se ressemble à Ottawa, sinon que, bon, les écarts étaient rendus tellement grands, on pourrait dire, ils se sont resserrés un peu. Ouais, un petit peu, 19 points maintenant. Plutôt que 21, 22, je pense, la dernière fois. Oui, exactement. Les conservateurs sont toujours en tête avec 41 %. C'est une diminution de 3 quand même. Les libéraux stagnent à 22 %. Le NPD progresse de 2 avec 20 %. Le Bloc est stable à 8. Les Verts sont stables à 5. Et le Parti populaire fait un gain de 2 pour se retrouver à 4. Au Québec, pas de grande surprise, le Bloc qui est en tête avec 36 % dans les intentions de vote devant les libéraux et devant les conservateurs. Jour du souvenir aujourd'hui, plusieurs cérémonies pour souligner le tout. Ouais, commémoration à Ottawa, à 11h, M. Trudeau sera là, la gouverneure générale Mary Simon également, d'autres personnalités politiques. Il y aura également des commémorations à Québec également. Et à l'international aussi, là, quand on regarde là, ce qui se passe, entre autres, en France, commémoration avec le président Emmanuel Macron. Hier, c'était du côté du Royaume-Uni également. Et petit rappel, parce qu'il y a certains établissements, certains services qui ne sont pas donnés en ce jour du souvenir. Je vous dirais que c'est surtout les services qui relèvent du fédéral. Pensons aux banques, les bureaux de poste, de passeport, les établissements de l'Agence du revenu du Canada. Par contre, tout le reste là, fonctionne normalement aujourd'hui. Et Donald Trump est au travail. Il semble que c'est comme une ruche, la Mar-a-Lago. Tout le monde veut se coller sur le bon Donald. Oui. Gens d'affaires, apparatchiks, tous ceux qui veulent être dans la machine. Là, on essaie de se faire inviter à Mar-a-Lago. Le bon Donald est sur le téléphone, je te dirais, depuis quelques jours. Il s'est entretenu, entre autres, avec Benjamin Netanyahou sur toute la question israélo-palestinienne. Ils se sont parlé à 3 reprises, Mario, depuis mardi dernier. Semble-t-il que c'était de bonnes discussions, des discussions importantes. Les deux ont parlé de leurs inquiétudes face à la menace que représente l'Iran aussi pour Israël. Et parlant de Benjamin Netanyahou, il a reconnu pour la première fois qu'il avait donné son feu vert à l'attaque là, aux téléavertisseurs en septembre dernier. Rappelons un peu ce qui s'est produit là. En fait, Israël n'avait même pas revendiqué. Non. Tout le monde savait que c'était les services secrets israéliens. Il y avait même eu, je pense, dans le New York Times, un grand papier là-dessus. Exact. Mais on n'avait jamais su exactement. Non, et ces téléavertisseurs-là qui étaient justement là, à la taille ou dans les poches là, de membres du Hezbollah avaient explosé simultanément dans plusieurs régions du Liban. 39 personnes en sont décédées, 3000 personnes avaient été blessées, donc c'est la première fois qu'on le revendique officiellement. L'autre grand point d'interrogation, c'est est-ce que le Donald et Vladimir Poutine se sont finalement parlé? Le Washington Post disait au cours de la fin de semaine que M. Trump avait bien parlé avec le président de la Russie. On disait même que Trump aurait mis en garde le président russe contre une escalade en Ukraine. Là, on a la réaction du Kremlin ce matin.
c'est pas vrai. Selon le Kremlin, on dit que c'est une pure invention, que c'est une fausse information. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Selon eux, Trump n'aurait pas parlé. Non, c'est ça, exactement. Et rappelons que Trump est attendu à la Maison-Blanche mercredi par le président Joe Biden. On prend un repas, là. Oui, puis il n'a pas eu droit au même traitement, là, M. Biden, lorsqu'il lui est arrivé au pouvoir. Il n'a pas été invité à luncher Non, à la la Maison-Blanche. transition s'est pas faite de façon aussi harmonieuse. Ça, il faut quand même le donner à la grande classe là, de Joe Biden là, dans les circonstances. Isabelle, c'est la folie au Canada. Et le mot est petit. Taylor Swift débarque à Toronto. Ouais, notre collègue Marianne qui va la voir en fin de semaine. Parce que là, le spectacle, c'est pas tout de suite, là. Non. Là, faut dire qu'hier, il y avait les MTV European Music Awards où elle n'y était pas, là, parce qu'elle doit préparer ses concerts. Elle a remporté 4 statuettes quand même hier lors du gala pour artiste de l'année, meilleur artiste live, meilleur vidéoclip avec Post Malone, entre autres. Et là, elle débarque au Canada. Ses spectacles vont commencer jeudi. C'est 6 concerts à guichet fermé. Ensuite, elle va se diriger à Vancouver pour 3 concerts. Ça fait 19 mois qu'elle fait le tour du monde présentement. Elle était très attendue au Rogers Centre à Toronto. Ce que le New York Times dit, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça depuis la Beatlemania, autant d'engouement autour d'une seule artiste. C'est la tournée la plus lucrative. La tournée qui s'y rapproche le plus en termes de coûts, c'est celle de Coldplay avec Music of the Sphere. Coldplay a dépassé le $1 milliard, mais semblerait que ce sera à peu près la moitié de ce que Taylor Swift va faire à la toute fin de sa tournée en 2024. Les nuitées, là, présentement, les chambres à Toronto, c'est plus de $2 000 selon Destination Toronto. Les chambres... Pour une nuit? Pour une nuit. Non, mais je me souviens plus du chiffre, mais quelqu'un avait évalué là, les retombées économiques. 2882 millions. Donc. Les retombées. Ah, les retombées, OK. Oui. C'est un événement, là, c'est des retombées économiques comme un grand investissement. 282 millions l'impact économique. Les 6 spectacles, c'est-tu 6 soirs consécutifs? 6 soirs consécutifs. Donc, elle commence jeudi, puis elle aligne 6. Elle l'enchaîne. C'est 500 000 touristes qui sont attendus à Toronto. Juste pour vous donner une idée, là, quand ils ont présenté son spectacle dans les cinémas, là, moi, je me rappelle, j'avais été voir le show à Brossard et les gens dansaient devant l'écran du cinéma. Là. C'est 267 millions de recettes juste pour aller voir le film au cinéma, là, sans parler de la plateforme Disney+. Et ils ont fait la promenade Taylor Swift à Toronto de façon temporaire. Il y a différentes indications pour qu'on soit capable de suivre. Ils ont ajouté 22 panneaux avec des noms de Taylor Swift dessus pour indiquer les gens où aller, faire une espèce de circuit dans le centre-ville de Toronto. Donc, il y a vraiment Est-ce que là, on sait à quel hôtel elle couche ou ça a été gardé secret? Là, ça, je pense qu'il va y avoir des paparazzis qui vont nous fider là-dessus. On va finir par le savoir. C'est sûr qu'on va finir par le savoir. 6 soirs, quoi, 70 000 personnes par soir? 60 000? À peu près, je pense que oui. Donc, peut-être 400 000 personnes. Je sais pas combien il y a de Québécois là-dessus. Hein. D'après moi, il y en a une couple, mais le Québec a embarqué tard dans le mouvement Taylor Swift quand même. Ça a pris un certain temps avant que cet engouement-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est surpris peut-être. Mais je me demande combien de Québécois, c'est une très bonne question. Peut-être que vous connaissez des gens qui vont 187 Cube Radio ou 1877 ou peut-être que vous-même, vous y allez raconter nous ça. Et Canadien qui va jouer, jour du souvenir, qui va jouer en après-midi. Mais là, ça devient critique. Moi, je me demande, d'après moi, au 2e étage, là, c'est plus Martin Saint-Louis tout seul qui cherche des solutions. Là. Au 2e étage, ça doit s'inquiéter. Les discussions doivent être assez animées dans les bureaux. Là. D'abord, aujourd'hui, 12h30, Canadiens contre les Sabres de Buffalo. En fin de semaine, c'est une 6e défaite de suite pour le tricolore. Une défaite de 4-1 contre les Maple Leafs. 2 ou 3 lancés en complètement première période. Non, c'est ça exactement. Aujourd'hui, le Canadien est dernier dans la Ligue nationale de hockey. Et là, à l'entraînement, est-ce que ce sera suffisant comme électrochoc? Bien de voir. Mais Nick Suzuki et Cole Caulfield sont séparés, Mario. Que Caulfield se retrouve avec des joueurs défensifs. Caulfield est avec Evans et Newhook et Suzuki va évoluer maintenant avec Dach et Slavkovski. Fait qu'on met un centre défensif. Ben, je pense qu'Evans joue très bien. Là. C'est un de ceux qui maintient l'effort. On veut le récompenser, mais c'est difficile de dire que ça fait pas panique. Là. Ben, écoute, c'est sûr. Parce que moi... Mais Suzuki a l'air désintéressé. Et moi, j'aime beaucoup Martin Saint-Louis, mais si j'étais lui, je m'inquiéterais. Quand le capitaine a l'air totalement désintéressé, c'est le signe le plus inquiétant pour un entraîneur-chef. T'as entièrement raison. Et quand tu regardes les statistiques de Suzuki cette saison, c'est pas à la hauteur du talent qu'il a, c'est pas à la hauteur des attentes. Mais malgré tout, ces statistiques sont moins pires que ce que tu vois quand tu regardes les matchs, là. C'est son non-verbal. Je te le dis, le mot qui me vient, il a l'air... Comme il a un certain talent, il fait des belles passes. Ça finit que ça fait quelques points
C'est pas si pire que ça, ces chiffres. Mais il a pas l'air passionné, il a pas l'air d'être là du mais tout. si le salaire fluctuait en fonction des performances, est-ce que ça pourrait changer? Une tarification dynamique. Oui, je sais pas, comme Ticketmaster. Comme Ticketmaster, la tarification dynamique. Et pour les Alouettes, malheureusement, ça s'est terminé abruptement samedi. Oui, ils se sont inclinés en finale de l'Est contre les Argonauts de Toronto, 30-28. Autant où les Alouettes, en saison régulière, n'avaient pas provoqué tant de revirements que ça. Dans ce match-là, ça a été horrible. Ils ont donné le match. Vraiment. À échapper le ballon. Et blessure m'a donné en fin de match au quart arrière des Argonauts de Toronto, où les Alouettes ont eu un petit regain de vie. Mais une défaite de 30-28 qui fait mal quand même pour les Alouettes, qui ne pourront pas revivre ce conte de fées-là pour une deuxième saison de suite. C'est dommage.